petite dizaine de jours après le début du confinement. Et le deuxième est paru le 9 avril. Le troisième devrait apparaître la semaine prochaine. Pour les deux premiers, hein, le message d'ensemble est le même, hein, c'est-à-dire la chute d'à peu près d'un tiers de l'activité comme de la consommation. Alors habituellement, pour tenter de prévoir l'activité économique, nous nous appuyons essentiellement sur des enquêtes de conjoncture, hein, qui sont des enquêtes mensuelles auprès des chefs d'entreprise dans les différents secteurs d'activité. Alors, que peut-on faire dire à ces enquêtes jusqu'ici? Les enquêtes de mars, elles ont fait apparaître une baisse assez marquée du climat des affaires, hein, surtout dans le commerce, surtout dans les services. Mais de fait, elles reflétaient davantage les inquiétudes pré-confinement, hein, puisque leur collecte avait commencé fin février et elle a été fortement perturbée à partir du 14 mars. Et donc, ce qu'on observe dans ce climat des affaires du mois de mars, c'est une situation un peu intermédiaire, naturellement de fortes chutes, mais on ne capte pas encore tous les effets sur le moral des chefs d'entreprise du confinement. On devrait le capter dans les enquêtes d'avril, hein, qui sont actuellement sur le terrain uniquement par Internet et qui seront publiés sans doute en même temps que le plan de conjoncture suivant, c'est-à-dire sans doute mercredi ou jeudi prochain. Donc, on a adapté une autre démarche en tentant d'analyser à un niveau sectoriel relativement fin, même si naturellement ce n'est pas fiable ni robuste à ce niveau à 138 postes, pour prendre en compte les effets mécaniques du confinement, pour une part d'entre eux, notamment les fermetures des restaurants et autres commerces provisoirement suspendus, d'une part, donc la réglementation, les remontées qualitatives du terrain pour d'autres secteurs, grâce à des remontées directes d'entreprises, grâce à des remontées via les fédérations professionnelles. Et puis, nous avons mobilisé des données à haute fréquence pour compléter, pour conforter ces informations, essentiellement des données journalières de transactions par carte bancaire, des données de consommation. Donc, ces estimations qui ont au départ été construites à un niveau fin ont été publiées ensuite, après agrégation, à un niveau intermédiaire. Donc, voici le type de sources que nous avons utilisées. Je tiens à remercier d'ailleurs tous les partenaires qui nous ont apporté leur concours et leur soutien dans cette entreprise, hein, qu'il s'agisse des différents groupements, des entreprises ou des fédérations. Alors, tout ça a nécessité de notre côté des travaux d'expertise relativement nouveaux, hein, sur ces sources nouvelles. C'est un work in progress, hein. Certaines sources sont encore en cours d'approfondissement et nous serons amenés à y revenir, hein, dans les prochaines semaines. Donc, l'évaluation de la perte d'activité, vous la connaissez, hein, elle a été largement commentée. De l'ordre d'un tiers sur le PIB, hein, 36% de perte d'activité, donc dans notre dernière estimation parue il y a une semaine. De fait, ce tiers, si on retient uniquement les branches marchandes du PIB, hein, c'est à peu près 42%. Et ce qui n'est pas fait dans la diapo, mais si on enlève du PIB marchand des postes assez inertes, comme par exemple les loyers, hein, on arrive facilement à la moitié, hein, de l'économie marchande, hors loyer, qui est à l'arrêt. Avec alors des hétérogénéités naturellement
selon les secteurs d'activité. Une agriculture certes touchée, mais relativement peu. Donc, on a fait l'hypothèse d'une perte d'activité de l'ordre de 10%. L'industrie, à part industrie agroalimentaire, très touchée, de l'ordre de 50% d'activité en moins. La plupart des chantiers à l'arrêt dans la construction, et puis une forte contribution à la perte de PIB des services principalement marchands qui contribuent pour 2/3 à la baisse globale de l'activité du pays. Alors, nous avons fait de même pour la consommation des ménages, en utilisant à la fois ces remontées directes d'entreprise, mais aussi les transactions par carte bancaire, avec des pertes du même ordre de grandeur, de l'ordre d'un tiers, néanmoins un petit peu moindre. Pourquoi ? Il y a un large mouvement de déstockage de la part des entreprises. Les consommateurs, même si leur consommation chute, continuent à acheter certains produits qui ne sont pas forcément produits justement en direct, mais qui sont puisés dans les différents stocks. Donc là, des ordres de grandeur, des pertes du même ordre, avec naturellement dans les services principalement marchands, dans l'hébergement et restauration, dans le commerce hors alimentaire. Alors, nous avons pu, au-delà de ces estimations agrégées, commencer à regarder de manière un petit peu plus fine ce qui s'était passé au jour le jour concernant notamment la consommation des ménages et les transactions par carte bancaire. Donc, vous avez sur ce graphique les glissements annuels, c'est-à-dire qu'on compare telle journée de mars 2020 à la journée équivalente d'il y a un an. Et donc, ces glissements annuels sur différents postes, alimentation, habillement, chaussures, carburant, avec le jour de l'annonce du confinement, donc le lundi 16 mars, des achats alimentaires qui ont plus que triplé par rapport à la normale cette journée-là. L'anticipation a commencé quelques jours avant, puisque la fermeture des écoles avait été annoncée le jeudi qui précédait. Et donc, dès la semaine d'avant, vous avez cette montée en charge très impressionnante des achats alimentaires. Les transactions par carte bancaire là, se sont ensuite effondrées, revenues à un niveau légèrement en dessous de la normale, là, enfin de l'ordre tout de même de moins 20% sur les achats alimentaires. Et puis, un effondrement naturellement pour les magasins, là, sans effet d'anticipation sur les achats d'habillement, par exemple, de textiles. Alors, on a pu désagréger également pour faire la part des achats à distance et des ventes physiques, avec des baisses dans les deux cas, mais des ventes à distance qui ont tout de même permis à la consommation de résister un petit peu. On a une baisse de l'ordre de 20% sur les ventes à distance, alors qu'elle est de 60% sur l'ensemble des ventes physiques. Et puis, dernier résultat là, qui n'apparaît pas sur le graphique, des paniers moyens, des transactions moyennes qui tendent à augmenter, même si elles sont par ailleurs moins fréquentes, ce qui est cohérent. Les ménages font leurs achats moins souvent, notamment alimentaires, mais ils le font de manière plus massive quand ils se rendent dans un supermarché ou dans un magasin, dans un commerce alimentaire.
Alors, nous n'avons pas fait, comme je le disais tout à l'heure, explicitement de prévision, hein. Nous avons simplement accompagné cette communication sur la chute d'activité instantanée euh, de la traduction un peu mécanique et comptable sur la chute associée du PIB trimestriel ou annuel. Donc, mécaniquement, hein, un tiers, enfin 36% de perte d'activité sur un mois, c'est 12%, enfin 12 points de PIB trimestriel en moins et 3 points de PIB annuel en moins. Donc, il s'agit là encore une fois, non pas de prévision, mais de simples règles de 3. S'agissant des prévisions, là, les économistes atteignent en partie leurs limites puisque tout dépend, absolument tout, des conditions sanitaires, hein, de ce que va être donc la durée de l'épidémie, donc la durée du confinement, et puis à quelle vitesse l'économie va récupérer de ce confinement. On imagine bien que les choses ne sont pas linéaires. Il est probable qu'au fur et à mesure que le confinement dure, les pertes soient plus massives pour l'économie, même si en sens inverse, hein, on a lu cette semaine que certaines entreprises qui ont pu réunir le matériel et puis l'organisation nécessaire là pour garantir la sécurité sanitaire de leurs employés, certaines entreprises peuvent reprendre un petit peu le travail. Alors, donc, pour mémoire, hein, on est revenu également sur la crise de 2008-2009, dont l'ampleur du choc avait été largement moindre. Hein. En moins, là, on parle de perte de PIB sur l'année qui serait de l'ordre, enfin, entre 5 et 10 points de PIB en moins, avec toute l'incertitude, encore une fois, qui s'attache à cela. Donc, on est revenu un petit peu sur l'exercice qui avait été mené de manière plus traditionnelle pendant la crise de 2008-2009, avec des outils qui avaient permis tout de même à chaque trimestre de prévoir un petit peu le mouvement, mais de fortes erreurs de prévision à chaque fois sur l'ampleur de la récession, puis ensuite de la reprise. Hein. D'où ce parti pris cette fois-ci de naturellement, le moment venu, nous reproposerons des prévisions, mais à ce stade, on reste sur des estimations instantanées de perte d'activité. Par ailleurs, pour mémoire, hein, l'INSEE s'est mobilisé sur d'autres aspects de la crise, hein, avec une mesure des mouvements de population au démarrage de confinement, là aussi avec des nouvelles données, haute fréquence, hein, en partenariat avec un opérateur de téléphonie mobile. Et puis, de manière plus triste, voire macabre, mais absolument nécessaire, hein, la mise en place d'un dispositif de communication hebdomadaire, hein, concernant les décès au niveau départemental. Donc, pour ce qui concerne la conjoncture, ces points dont j'ai présenté un aperçu vont être continués, on va continuer à les produire tous les 15 jours, aussi longtemps que nécessaire. Les indicateurs conjoncturels vont continuer à être publiés par ailleurs au calendrier prévu, dans la mesure du possible, hein, puisqu'on observe forcément pour certains d'entre eux une dégradation de leur qualité à cause évident, par exemple, dans le cas de l'indice des prix à la consommation, où les enquêteurs INSEE ne se rendent plus forcément dans les magasins physiques, ce qui est en partie contrebalancé par l'utilisation récente des données de casse, hein, que l'INSEE mobilise depuis le début janvier. Et puis, la première estimation des comptes trimestriels du T1 hein, devrait être publiée en fin de mois, le 30 avril. Donc, cette estimation qui est naturellement très attendue et qui fait l'objet aussi d'une attention méthodologique particulière de nos collègues comptables nationaux. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais arrêter le partage des diapos. On ça a, marche, oui.
On a quelques questions dans le chat, une que tout le monde doit voir qui est, Bon, par contre, j'ai pas lu le chat au fur et à mesure, donc oui, mais c'est pas grave, je vais vous le dire. vous ferez le Donc comment, l'intermédiaire. enfin, est-ce une question demande si l'INSEE pourra publier, des données même dégradées sur la création d'entreprises? Je sais pas. Alors, sauf erreur de ma part, je ne veux pas dire de bêtises, mais l'indicateur sur les créations d'entreprises du mois de mars a dû paraître aujourd'hui, ce matin, à 8h45, donc il y a quelques minutes. Ben, il se trouve que je l'ai relu hier, et des fois, je relis un jour à l'avance ou 2 jours à l'avance, puisque mon département coordonne la publication de tous ces indicateurs. Je ne veux pas me tromper sur la date, mais oui, oui, on a encore des informations sur les créations d'entreprises, et une vérification rapide sur Internet permettrait de voir l'indicateur de mars. Je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, on s'attend de toute façon, on s'attendait à une dégradation. Voilà, oui, c'est paru il y a 5 minutes, hein. On a une très forte baisse des créations d'entreprises au mois de mars, sachant, comme je le disais tout à l'heure, que ce mois de mars, il est assez particulier pour la collecte des données statistiques, hein, puisque une partie de la collecte concerne la période pré-confinement, et une partie de la collecte, bien sûr, enfin une partie du mois de mars est confinée. Donc, on n'est pas, les indicateurs du mois de mars, naturellement, ne traduisent pas toute la chute d'activité liée au confinement, hein, seulement la moitié. Voilà. Mais on a une très forte chute de l'ordre d'un quart, hein, des créations d'entreprises au mois de mars. On a 3 autres questions. Donc, une sur, la différenciation par région. Est-ce qu'il y a des analyses, particulières, sur la différence par région ou est-ce qu'on voit la même tendance partout? La deuxième sur la manière dont vous appréhendez l'impact, sur l'activité dans le secteur public et non marchand. Et la troisième, sur, l'impact, de la crise sur les investissements des entreprises. Quelle est l'ampleur du gel ou des annulations des investissements? Alors, concernant les régions, nous sommes en train de travailler à un exercice régionalisé. Alors, pour information, les organismes internationaux, comme par exemple notamment l'OCDE, hein, qui a travaillé assez tôt sur ce sujet, ont fait des hypothèses pour les différents pays et ont adopté une méthodologie un petit peu proche de ce que nous, au niveau français, on pourrait faire par région, c'est-à-dire qu'ils ont pris des hypothèses sectorielles de perte d'activité, donc pour industrie, construction, services marchands, qu'ils ont appliqué de manière uniforme à l'ensemble des pays. Donc, ça donne des différences de perte d'activité qui reflètent essentiellement des différences de structure sectorielle entre les pays. Donc, avec les directions régionales de l'INSEE, on est en train de travailler à appliquer la maquette qu'on a produite au niveau national pour tenter de voir ce que ça permet de dire au niveau régional. Mais on tente aussi, et ça serait la plus-value, hein, d'enrichir cette maquette régionalisée avec des données spécifiquement régionales, hein, puisque, je ne sais pas moi, les services dans telle région ne se sont pas forcément comportés et ne concernent pas forcément les mêmes sous-secteurs que dans d'autres régions. Il peut y avoir spécifiquement telle ou telle entreprise, telle ou telle usine automobile qui reprend dans une localisation assez précise. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Concernant le secteur public non marchand, hein, donc l'administration, là, nos collègues comptables nationaux sont en train de réfléchir et de discuter également au niveau européen avec les collègues d'Eurostat, puisqu'il y a des points de doctrine, hein, de comptabilité nationale sur l'enregistrement de l'activité de l'administration qui, pour faire court, en temps normal, est essentiellement évalué à partir de ses coûts, c'est-à-dire c'est la masse salariale, hein, de la fonction publique, encore une fois pour faire simple, pour résumer, qui est prise en compte pour la mesure de l'activité.
Là, on pourrait imaginer infléchir un petit peu cette méthodologie, mais c'est encore en discussion. Là, je n'ai pas d'éléments tangibles à vous fournir aujourd'hui. Concernant l'investissement des entreprises, nous n'avons pas encore d'indicateurs en dur. Nous publierons début mai notre enquête trimestrielle sur l'investissement des entreprises industrielles. Donc, on a demandé au cours du mois d'avril, comme on le demande tous les trimestres, quelles étaient les perspectives d'investissement dans l'industrie. Voilà, ce n'est pas un scoop que le fait de s'attendre naturellement à une très forte révision à la baisse des anticipations des entreprises là-dessus. Mais je n'ai pas de données en dur sur ce sujet-là. Okay. On a trois autres demandes un peu de chiffrage similaires sur l'impact sur les importations et les exportations, le nombre de faillites, notamment sur les commerces, et sur la perte de pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez des premières estimations sur ces données-là? Alors, nous n'avons pas encore les données des douanes pour le mois de mars. Et du reste, enfin, naturellement, l'analyse du commerce extérieur va être très affectée par la situation. Il est probable que beaucoup des chaînes de valeur industrielles seront affectées. Donc, la production sera également affectée, mais là-dessus, je n'ai pas encore d'éléments en dur. Concernant le pouvoir d'achat des ménages, des revenus des ménages, comme je l'indiquais, nous n'avons pas fait à ce stade d'analyse spécifique sur les comptes d'agents, ce qu'on appelle les comptes d'agents, c'est-à-dire le compte des ménages, le compte des entreprises. Peut-être que Xavier Timbaud, pour l'OFCE, en dira un mot, puisque je sais que l'OFCE a travaillé ces derniers jours sur ces sujets. Bon, à vue de nez, enfin, concernant qui va supporter le coût de la crise, c'est sans doute avant tout, à ce stade, à court terme, les finances publiques, le compte des entreprises et dans une moindre mesure, le pouvoir d'achat, enfin le compte des ménages, les revenus des ménages. Il commence à circuler quand même certaines données d'enquête qui montrent que les ménages déclarent pour une part assez significative que leurs revenus ne sont pas leurs revenus normaux, qui sont en dessous de leurs revenus normaux là, en ce moment. Il est probable que dans le compte des ménages, malgré cette baisse ponctuelle peut-être des revenus, on assiste à une très forte remontée du taux d'épargne pendant le confinement, puisque les ménages, là encore une fois par construction, sont empêchés de consommer un certain nombre de produits et de services. Donc, il faut s'attendre, au moins à court terme, à une très forte remontée du taux d'épargne. Je ne sais plus pas si j'ai oublié une question ou si… Florian, ton micro est coupé, par contre, si c'est toi qui parles. Non, vous avez oublié les faillites. Alors, faillite, l'INSEE ne produit pas d'indicateurs conjoncturels sur les faillites, donc je n'ai pas d'éléments de réponse là-dessus, mais c'est un indicateur qui sera forcément suivi. Il y a deux autres questions là dans le chat. Donc la première sur la manière dont vous tenez comptablement au niveau du PIB, le fait que d'un côté l'activité est à zéro dans un secteur donné, mais que de l'autre il y a des revenus versés au titre du chômage partiel. Et la deuxième est de savoir si l'INSEE prévoit d'évaluer l'effet de la crise sur d'autres indicateurs que le PIB, tels que les nouveaux indicateurs de richesse ou les ODD. Alors, concernant le chômage partiel, là aussi, c'est une question de doctrine de comptabilité nationale, compte tenu de l'ampleur inédite du dispositif de chômage partiel, qui concerne, je crois, maintenant
plus d'un tiers des salariés du privé. Là, les statistiques changent de manière quotidienne. Donc, on atteint 7-8 millions de personnes concernées. Donc, les instituts statistiques nationaux, là aussi, sont en discussion avec Eurostat pardon, sur la manière de traiter en comptabilité nationale ce chômage partiel, subventions, prestations, etc. Enfin, donc, il y a différentes pistes qui sont à l'étude et je sais que c'est en discussion en ce moment. Autre question sur les objectifs de développement durable, c'est ça? Oui, comment vous évaluez les effets de la crise sur d'autres indicateurs que le PIB et les nouveaux indicateurs de richesse? Alors là aussi, c'est du work in progress, mais on est en train effectivement de s'intéresser à ce type de sujet à titre purement exploratoire à ce stade. Donc, désolé, j'apporte autant de questions plus de questions que des réponses sur certains sujets. Mais nous sommes en train, également au niveau conjoncturel, de ce qu'on ne fait pas forcément d'habitude, mais ce qu'on avait l'intention de faire, crise ou pas crise, de voir sur quelques indicateurs là ce que donneraient des analyses d'impact. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il est 9h05, donc on va laisser la parole à Xavier. Merci à vous. Merci aux organisateurs, au Printemps de l'économie et au GRAC, et puis merci à Julien. Je voudrais commencer par dire une chose, enfin Julien l'a pas dit parce qu'il est modeste, mais le travail qu'a fait l'INSEE et la flexibilité dont a fait preuve l'INSEE dans cette crise est assez extraordinaire. Le fait d'essayer de construire des indicateurs temps réel spécifiques à la situation que l'on vit pour informer la situation était quelque chose de tout à fait utile et assez complexe à mettre en place, à tel point qu'en fait l'INSEE est aujourd'hui un modèle pour les autres instituts statistiques nationaux partout dans le monde, parce que c'est un des seuls à avoir réussi à mettre en place aussi rapidement des éléments qui permettent d'avoir une appréciation quantifiée et objectivée de ce qui se passe. Alors, elle est imparfaite à plein de points de vue, mais il y a quand même là un travail tout à fait extraordinaire qui a été réalisé. Alors, est-ce qu'on peut m'activer le partage d'écran pour que je vous montre 2 slides très rapidement? Nous, à partir... Xavier, vous pouvez le faire directement. Voilà. Ok, ça me dit que non en fait. Ça me dit l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Ah, ok, dans ce cas, mea culpa. Vous êtes co-animateur, vous pouvez partager l'écran. C'est bon. Merci. Donc, nous, à partir de ça, on a fait un certain nombre de choses donc, qui visent à comprendre ce qui se passe, à décrire les enchaînements, et puis aussi à pouvoir avoir les éléments qui vont permettre d'analyser ce qui va se passer ensuite. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est assez complexe, et Julien l'a dit, il y a énormément d'éléments d'incertitude, et donc plus que jamais, faire des prévisions, c'est quelque chose de difficile. Alors, ceci étant dit, c'est difficile, mais c'est quand même utile parce que, et ça c'est un autre point qui est important, une des raisons pour lesquelles c'est complexe de faire des prévisions, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais en fait, si on ne sait pas exactement ce qui va se passer, c'est aussi parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il faut faire, et on ne sait pas ce qui va être fait. Or, il faut informer ce qui peut être fait. Et donc, en ce sens, les prévisions sont importantes. Elles sont fausses, nécessairement, mais elles servent à, en quelque sorte, cristalliser la vision qu'on a du futur et de déterminer et de se préparer aux réponses qui sont nécessaires, et donc de construire petit à petit le scénario qu'on est en train de vivre, en ayant conscience des incertitudes et donc des moments où les choses peuvent basculer d'un côté ou de l'autre de façon considérable. Alors, le choc, c'est un choc très particulier, c'est une crise sanitaire qui a entraîné une réponse dont on pourra reparler, qui est une réponse finalement extrêmement brutale et qui consiste à dire il faut se confiner. Alors, extrêmement brutale, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on a quelques éléments de comparaison avec d'autres pays dans le monde,
et où on s'aperçoit qu'il y a des méthodes qui permettent de réduire les interactions sociales et donc le développement de l'épidémie, qui sont moins brutales sur le plan économique que les méthodes qu'on a appliquées. Alors, pourquoi on a appliqué ces méthodes? C'est parce qu'en fait, on n'avait pas les instruments, on n'avait pas les outils, on n'avait pas. Alors les outils, c'est des masques, des tests, des systèmes de traçage, des comportements qui permettent d'avoir une discipline de chacun qui s'applique parfaitement, mais même des connaissances sur la nature du virus et sur ses modes de transmission. Donc tout un tas de choses qui manquaient, donc qui peuvent expliquer pourquoi on a appliqué la méthode brutale, mais on a quand même appliqué une méthode extrêmement brutale. Cette méthode, elle consiste à mettre sous cloche l'économie. Alors, il y a deux canaux principaux. Nous, on appelle ça un canal de demande et un canal d'offre, mais on peut discuter des notions qu'il y a derrière. Mais ces deux canaux principaux, ils passent par le fait que, d'un côté, on empêche les ménages de consommer, parce que, par exemple, les restaurants, les salles de spectacle, les cinémas, un certain nombre de commerces sont fermés. Et puis de l'autre côté, on empêche les salariés. Alors, les consommateurs et les salariés sont les mêmes, mais on empêche d'un côté les consommateurs de consommer, de l'autre côté, on empêche les salariés d'aller travailler. Alors, on les empêche d'aller travailler pour différentes raisons, mais enfin, en tout cas d'aller travailler sur leur lieu de travail pour différentes raisons, soit parce qu'ils ont des enfants à garder et qu'ils sont mis en arrêt de travail pour garde d'enfants, soit parce qu'ils peuvent télétravailler. Et là, la question de savoir que les gens télétravaillent, ils ont la même efficacité et la même productivité que quand ils ne télétravaillent pas. Alors, ça d'autant plus que ce qu'il s'agit de considérer, ce n'est pas simplement du télétravail occasionnel, mais c'est du télétravail continu et généralisé. Donc, il n'y a plus personne pour opérer les équipements, pour aller voir les clients, pour assurer la maintenance, pour assurer voilà, tout ce qui peut être indispensable. Et même si on peut télétravailler la plupart du temps, on peut imaginer que si on ne travaille pas physiquement du tout, ça peut induire à un moment ou à un autre une dégradation très forte de l'activité. Il y a ensuite un certain nombre de gens, et c'est assez important parce qu'en France, le système juridique donne la responsabilité de la santé du salarié à l'entreprise, qui ont exercé un droit de retrait, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que les conditions de leur sécurité personnelle n'étaient pas remplies, et donc à ce titre, ils pouvaient s'excuser de leur présence au travail. Et du point de vue du droit du travail, si le motif de droit de retrait est jugé valide par les prud'hommes, ben, à ce moment-là, cette absence au travail est justifiée et on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, on n'a pas de jurisprudence dessus, mais ce qu'on imagine, c'est que dans les circonstances dans lesquelles on est, et à partir du moment où il y a une injonction publique très forte de réduire les interactions sociales, alors très forte au point que quand vous vous promenez dans la rue à plus de 2 personnes, vous pouvez être verbalisé, bah, dans ce contexte-là, oui, il peut être légitime pour chacun des salariés d'exercer son droit de retrait face à cette situation-là. Donc ça conduit à ces deux canaux, l'un qui est des consommations qui sont empêchées, et de l'autre, des gens qui ne travaillent pas, ne vont pas travailler ou travaillent avec moins de productivité. Alors évidemment, secteur par secteur, les deux effets se combinent. Le fait que les gens ne puissent pas venir travailler dans les restaurants qui sont fermés, évidemment, ce n'est pas très grave, puisque ce qui domine au premier ordre, c'est évidemment que les restaurants sont fermés et que si les gens ne peuvent pas venir travailler, ça ne change pas grand-chose par rapport à ça. Mais dans d'autres secteurs, ce n'est pas tellement la partie demande qui va chuter, c'est la partie offre. Donc, Julien vous a donné les chiffres. Nous, on a essayé de retrouver ces différents canaux, mais en se calant sur les chiffres publiés par exemple par l'INSEE. Ils sont quand même proprement extraordinaires. Donc, c'est un tiers du PIB mensuel qui est arrêté. Dans ce PIB, évidemment, il y a une partie non marchande et il y a les loyers qui sont intégrés comme la valeur ajoutée des ménages. Donc, ça représente un arrêt de l'activité marchande qui est de l'ordre de 50%. C'est tout à fait extraordinaire. Si les choses s'arrêtaient là, c'est-à-dire s'il y avait un mois de confinement et qu'on reprenait une activité normale ensuite, ça représenterait entre 2,5 et 3 points
de PIB annuel en moins, ça fait 60 milliards d'euros par mois de confinement, 2 milliards d'euros par jour de confinement. Donc ça, c'est des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête et qui sont assez considérables. Bon, il y a un impact hétérogène par secteur. Julien vous a montré les chiffres de l'INSEE. Là, c'est une décomposition, alors qui n'est pas tout à fait calée sur celle de l'INSEE. On est en train de retravailler dessus pour mieux se caler dessus et décomposer les différents chocs. Mais bon, on arrive quand même à l'idée qu'il y a aussi une autre caractéristique dans ce choc, c'est qu'il est très hétérogène. Alors, ce tableau ne le montre pas en fait tout à fait bien. Il est très hétérogène dans le sens où il est quand même très concentré dans un certain nombre de secteurs. Il y a des secteurs, l'hébergement-restauration par exemple, qui sont pratiquement à l'arrêt, c'est-à-dire il y a zéro activité dedans, alors qu'il y a d'autres secteurs qui sont modérément empêchés, par exemple l'agriculture ou l'agroalimentaire. Donc là, pour le coup, la demande ne baisse pas, mais c'est vraiment le problème de la main-d'œuvre, de la disponibilité de la main-d'œuvre qui peut compromettre la production. Il y a une chose qu'on n'est pas, enfin, j'ai vu personne le faire aujourd'hui, mais pourtant ça serait extrêmement important, c'est qu'il y a quand même des effets de saisonnalité qui sont à prendre en compte. On a tendance à raisonner sur des données d'activité et des comptes qui sont corrigés des jours ouvrés et des variations saisonnières. Mais là, en l'occurrence, le fait que ça se produise au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, a une importance, en particulier dans certains secteurs, comme le tourisme. Et le fait qu'au final, la période de confinement et de déconfinement se produira sur le printemps et une partie de l'été, va avoir un impact tout à fait non négligeable sur l'activité touristique. Donc ça aussi, c'est un autre enjeu en matière de mesure et en matière de compréhension des mécanismes de pouvoir retranscrire ce que ça donne en termes, en prenant en compte la saisonnalité. Alors, ce choc, il est tout à fait spécifique parce que c'est un arrêt de l'économie et il n'y a pas grand-chose à faire face à un arrêt de l'économie en particulier. On ne peut pas relancer l'économie. Ce n'est pas parce qu'on va distribuer de la demande ou du revenu auprès de certains agents que l'activité va reprendre. Il y a d'un côté l'impossibilité de produire par les gens qui ne vont pas travailler. Il y a de l'autre côté l'impossibilité de consommer par les vecteurs de consommation qui sont empêchés, et donc on peut relancer tant qu'on veut l'économie, l'effet sera là. Donc la question, c'est pas de relancer l'économie, mais c'est d'arriver à suspendre le temps, en quelque sorte, et à limiter les dégâts sur l'économie. Donc les politiques qui sont faites en Europe sont des politiques qui ont été finalement, qui appliquent un principe finalement assez simple. C'est le principe qui a été énoncé par le président de la République, quoi qu'il en coûte, et qui consiste à dire, en fait, on va essayer de limiter au maximum le dommage de cette mise sous cloche de l'économie en socialisant les revenus qui ne vont pas être distribués dans l'économie du fait de l'arrêt de l'activité. Donc, comment on fait pour socialiser ces revenus? Le premier dispositif auquel on pense, et d'ailleurs qui est un dispositif qui a été largement inspiré de ce qui s'était passé pendant la crise de 2008 et de la réponse tout à fait beaucoup plus adéquate que les Allemands avaient apporté au moment du choc de 2008, par le chômage partiel. Donc le chômage partiel consiste à dire l'entreprise ne paye pas son salarié. On a largement relaxé les conditions d'accès au chômage partiel. On a aussi augmenté la générosité du système de chômage partiel. Donc l'entreprise ne paye pas son salarié et de l'autre côté, le salarié continue de recevoir un revenu. Alors, c'est pas tout à fait, il n'y a pas conservation de son revenu, il n'y a pas extinction complète des coûts salariaux pour l'entreprise, mais c'est un dispositif qui permet d'amortir énormément le choc. Donc, pour vous donner l'ordre de grandeur, les 60 milliards d'euros de pertes de revenus, donc dans l'économie qui se produisent par mois de confinement, sont couverts en gros à ce stade à hauteur de 12 milliards d'euros par le chômage partiel. Donc c'est une absorption qui est significative et qui est assez importante. Alors, il y a un autre vecteur qui sont les arrêts de travail. Donc là, c'est une prise en charge par l'assurance maladie de la rémunération, avec quand même une compensation qui est opérée au titre d'un certain nombre de conventions collectives de l'entreprise. La sécurité sociale paye jusqu'au plafond de la sécurité sociale, et l'entrepreneur complète, si conventions collectives, si c'est spécifié par la convention collective, complète le revenu. Donc il y a quand même une dépense pour l'employeur.
Mais l'idée, c'est qu'il y a maintien du revenu du salarié. En cas d'absentéisme et d'exercice du droit de retrait, le salarié continue de toucher son revenu, puisque en fait, il y a un manquement de l'employeur d'assurer la sécurité du salarié. Et tant que l'employeur n'a pas apporté la preuve que la sécurité était assurée et que le salarié pouvait travailler, que l'exercice du droit de retrait est abusif, tant qu'il n'apporte pas cette preuve, et ça va être quasiment impossible de l'apporter dans les conditions actuelles, en fait, l'employeur doit payer. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas l'État qui socialise, c'est dans les comptes des entreprises que ça se retrouve. Julien vous l'a dit, on est en train de travailler sur les comptes d'agents. On a déjà d'ailleurs discuté avec l'INSEE et la DG Trésor sur les résultats que ça donnait. On doit publier ces résultats en début de semaine prochaine. Ce que je peux vous donner comme élément, c'est que à ce stade, sur les 60 milliards d'euros de choc, il y en a en gros 30 milliards qui sont pris en charge par les administrations publiques. Donc ça passe par le chômage partiel, 12 milliards d'euros, ça passe par les indemnités journalières, ça passe aussi par les bases fiscales qui se réduisent, un peu moins de TVA payée, un peu moins probablement, enfin, beaucoup moins d'IS qui sera payé, etc. Donc les bases fiscales et donc les stabilisateurs automatiques assurent d'une certaine façon un transfert vers le compte, enfin, une socialisation vers le compte des appuis de ce choc. Donc 30 milliards sur le compte des administrations publiques, 5 milliards qui seraient perdus par les ménages. C'est les ménages qui vont quand même se retrouver au chômage. Il y a un certain nombre de cas qui ne sont pas pris en compte par les dispositifs publics. Il y a aussi le cas des indépendants, il y a le cas des pertes de revenus liées au chômage partiel. Donc ça fait 5 milliards d'euros. C'est un choc qui n'est pas négligeable, mais qui, comparé à ce qui se passe dans l'ensemble de l'économie, c'est assez petit. Et il reste 25 milliards sur le compte des entreprises. Alors, ces 25 milliards, ils sont couverts à court terme par des reports de charges sociales et fiscales. Il y a une certaine ambiguïté qui plane aujourd'hui, puisqu'on nous dit que certaines de ces reports de charges sociales et fiscales pourraient se transformer en des dégrèvements et donc avoir un impact à moyen terme sur le compte des entreprises. Tant que c'est des reports, ça n'est qu'un soutien à la trésorerie à court terme. Et le coût retombera sur les entreprises dès qu'il faudra payer ces reports. Alors, la question de savoir comment on transforme ces reports en transfert direct sur le compte des entreprises n'est pas simple du tout, parce que si on fait des mesures au cas par cas, c'est un petit peu ce qu'avait suggéré Bruno Le Maire, on s'expose à un problème juridique d'égalité devant l'impôt qui est considérable, avec des recours qui seront tout aussi considérables, d'entreprises qui diront moi, on ne m'a pas proposé de dégréver, mais je ne vois pas pourquoi on ne me dégrèverait pas mes impôts. Qu'est-ce qui justifie qu'on me traite différemment du voisin? Est-ce que c'est parce que le voisin est dans une situation économique moins favorable que la mienne? Et donc, est-ce que c'est une prime à la mauvaise gestion et en quoi cette distorsion de concurrence implicite se justifie? Donc, c'est juridiquement absolument, enfin, à mon avis, c'est pas tenable. Une autre solution serait de faire des dégrèvements généraux, mais alors que si on fait des dégrèvements généraux, on va devoir faire des transferts considérables si on décide d'annuler les charges sociales ou si on décide d'annuler l'impôt sur les sociétés. Les transferts peuvent être considérables avec des effets d'aubaine qui seront aussi tout à fait considérables. 50% de l'économie est à l'arrêt pendant un mois de confinement, mais il y a quand même 50% de l'économie qui fonctionne. Donc si on fait des mesures très générales, il y a 50% de l'économie qui va en profiter alors qu'elle n'est pas forcément impactée. Donc il y a une grande difficulté là-dessus et il y a une incertitude. Alors, cette incertitude, elle est assez importante et elle va jouer beaucoup dans la sortie de crise. Avant de parler de la sortie de crise très rapidement, je voudrais quand même vous montrer qu'il y a d'autres stratégies dans le monde, en particulier ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de dispositif en gros de chômage partiel, enfin de façon beaucoup plus limitée, et il n'est pas non plus dans la doctrine économique aux États-Unis de penser qu'il faille justement soutenir le revenu d'agents économiques. Il y a une séparation, disons, plus forte entre la partie privée et la partie publique. Du coup, la façon dont ça se passe aux États-Unis, c'est que le confinement s'est produit.
l'empêchement de la consommation s'est produit, l'empêchement d'accéder au travail d'un certain nombre de salariés s'est produit, mais la réaction n'est pas d'essayer d'amortir le choc et de préserver le tissu économique, d'empêcher les faillites. La conclusion de ça, c'est que chaque entreprise doit prendre ses responsabilités, licencier ses salariés pour limiter ses coûts et éventuellement se mettre en faillite pour absorber le reste des coûts. Et donc ça produit une cascade de réactions dans l'économie qui est que les ménages perdent leurs revenus et donc du coup leur consommation va diminuer et donc du coup l'activité d'autres entreprises va être impactée, que les actionnaires des entreprises ou ceux qui vivaient des revenus des entreprises vont perdre ces sources de revenus et ainsi de suite. On peut même avoir concentration de ces questions-là dans le secteur bancaire, des faillites bancaires et partir dans un schéma qui est un schéma qui ressemble alors pour le coup terriblement à un schéma de crise telle qu'on l'a connue en 2008. Voilà. Alors vous avez là un petit graphique qui vous indique l'évolution du chômage sur les premières semaines de développement de la crise et la comparaison avec la crise de 2008 et la crise de 2000. Vous voyez qu'on est en train de faire une crise. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est se mettre en selle sur une crise comparable à celle de 2008, mais au lieu de le faire en 20 semaines, une demi-année, un peu moins d'une demi-année, ça se fait en un mois, avec un choc qui va être tout à fait considérable et qui va changer complètement le scénario de l'après. Alors, le scénario de l'après, il y a Xavier, 4 points. peut-être on va bien, enfin, si vous pouviez conclure Oui. assez vite, comme ça on passe aux quelques questions là qui commencent à arriver dans le chat. Donc, juste 4 points sur le scénario de l'après. Le premier, c'est à quel point on est arrivé à préserver le tissu économique. Donc, il y a quand même une question aujourd'hui qui se pose sur les 25 milliards par mois qui retombent sur le compte des entreprises. La deuxième question, c'est comment on va faire le déconfinement. Alors, le déconfinement n'est pas la fin du confinement. Le déconfinement, c'est un moment un peu particulier dans lequel il y aura pas d'ouverture complète de ce qui a été fermé pendant le confinement et probablement un certain nombre de personnes resteront confinées. Donc, quelles sont les conséquences de ce déconfinement et comment il va moduler la période de confinement et dans quelle mesure il ne va pas empêcher un retour rapide à la normale. En tout cas, il y a la question de savoir qu'est-ce qui se passe à l'étranger. C'est assez difficile à prendre en compte, mais ça va forcément jouer. Les trajectoires des pays ne sont pas tout à fait égales. Et en particulier, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis. Donc, ça va avoir un impact aussi par le scénario international et la demande adressée. Il y a un quatrième point qui est assez difficile à prendre en compte, mais qui est aussi assez important, qui sont tous les effets induits et qui viennent autonomes, comme par exemple s'il se déclenche une crise financière, ou si partant des États-Unis, la crise qui est en train de se développer avait des conséquences globales, bancaires par exemple. Comment on fait pour vivre dans ce contexte d'effets induits qui deviennent autonomes et qui peuvent d'ailleurs devenir d'une ampleur au final égale ou supérieure à ce qu'on vit pendant le confinement. Donc le scénario de l'après, il est assez complexe. Encore une fois, essayer de l'anticiper et savoir comment se répartit le choc et qu'est-ce qu'il faut y faire, c'est critique pour les réponses de politique économique. Et donc ça explique l'incertitude, mais ça explique aussi pourquoi il est absolument nécessaire d'essayer d'anticiper ce qui va se passer. Merci. Alors, je vais essayer de grouper les questions pour aller un peu plus vite. On a une question sur le fait que la socialisation des revenus et l'impossibilité de consommer entraînent une augmentation de l'épargne. On demande si on arrive déjà à mesurer cet effet et comment orienter cette épargne vers la relance. La deuxième question sur l'estimation du possible rebond de l'activité par effet de rattrapage selon les secteurs. Est-ce que aussi vous avez une estimation du nombre de défaillances d'entreprises et de hausse du chômage? Et est-ce que la dette des entreprises pourrait bloquer durablement les investissements et les embauches? Ça fait beaucoup de questions. Si vous en manque, je la reposerai. Alors, je vais essayer d'y répondre rapidement. Alors, sur l'épargne, oui, un mois de confinement, d'après nos estimations, ça conduit à augmenter le taux d'épargne de 2 points de revenus des ménages. Donc, ça représente à peu près 30 milliards d'euros d'épargne en plus accumulés par mois de confinement. Alors, cette épargne, elle n'est pas également répartie. Il y en a qui ne vont pas épargner du tout et d'autres qui vont plutôt épargner beaucoup. Cette épargne, c'est évidemment la clé pour le rebond. Et la clé pour le rebond, c'est que cette épargne se redéverse dans l'économie.
si les ménages conservent leur épargne, s'ils considèrent que la situation est tellement incertaine, qu'on ne sait pas si le déconfinement, à quelle date le déconfinement va s'arrêter, qu'on ne sait pas s'il ne va pas y avoir un nouveau confinement parce que l'épidémie reprendrait, si on ne sait pas s'il n'y a pas un contexte économique qui va être très dégradé parce que les effets induits et autonomes que j'évoquais vont se développer et vont induire une crise qui sera plus forte. Une partie de cette épargne peut se transformer en épargne de précaution et donc effectivement freiner, empêcher le rebond, avec une conséquence qui sera qu'on ne peut pas éternellement conserver le chômage partiel comme soutien à l'activité, et donc il faudra que les entreprises à ce moment-là licencient pour pouvoir s'adapter à une offre, à une demande un peu plus basse. Mais si les entreprises licencient, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura une diminution dans le revenu des ménages et on partira dans une spirale qui va accentuer le ralentissement. Bon, à ce stade, on n'a pas vraiment de raison de penser que les ménages vont conserver une grande partie de cette épargne à titre de précaution. Probablement une partie sera gardée, mais la nature même de cette épargne, qui est une épargne forcée liée à une consommation qui a été empêchée, fait que, normalement, en tout cas si les ménages sont rationnels, il devrait y avoir utilisation de cette épargne une fois que la contrainte va se lever. Donc, et c'est effectivement un des enjeux quand même du rebond. Donc, le rebond, dans un premier temps, il est fondamentalement lié à comment cette épargne va être utilisée dans l'économie. Alors, peut-être qu'il y aura des questions de politique économique à mettre en place pour susciter l'utilisation de cette épargne, c'est à voir. Sur les défaillances d'entreprise, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On a regardé des choses du côté du fonds de sauvegarde des salaires, qui est un indicateur assez intéressant, parce que quand des entreprises sont en faillite, elles font appel au fonds de sauvegarde pour compenser les salaires qu'elles ne peuvent plus payer. Et surtout, c'est un indicateur important parce que les faillites, le problème, c'est qu'on mesure assez bien le nombre d'entreprises qui font faillite, mais assez mal le poids qu'ont ces entreprises dans l'économie. C'est pas du tout pareil quand il y a une entreprise avec 10 000 salariés qui fait faillite que quand il y a 50 entreprises avec un salarié ou pas de salariés qui font faillite. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le fonds de sauvegarde, alors c'est très préliminaire et puis il y a un gros décalage dans le temps, donc ça ne nous donne pas beaucoup d'informations, mais c'est qu'il y a maximum 5 000 salariés en plus qui sont concernés par les faillites pour le début du mois de mars. Pour le moment, ça nous donne un chiffre en gros qui nous dit l'impact sur l'emploi des faillites est aujourd'hui négligeable. En tout cas, il était négligeable pour les 15 premiers jours de mars. Et évidemment, c'est des choses qu'il faut suivre sur la suite. Mais si jamais il doit y avoir un effet important, de toute façon, il ne va pas se produire en mars, il va se produire plutôt dans la fin de l'année. Les procédures de redressement et l'entrée en faillite et en redressement judiciaire ne se fait pas par anticipation, ça se fait progressivement. Et donc, les remontées statistiques traduisent ce décalage dans le temps. Et donc là-dessus, on n'aura pas d'informations en temps réel sur cette dimension. Alors, ça se retrouve du côté du chômage. On a eu les chiffres de Pôle emploi aussi, avec une augmentation du chômage qui est assez marginale à ce stade, en tout cas par rapport au nombre de personnes qui sont en chômage partiel, qui lui est tout à fait considérable, puisqu'on est à plus de 8 millions de personnes en chômage partiel. Donc vous voyez, si on doit se comparer aux États-Unis, par exemple, les 16 millions de personnes qui sont inscrites au chômage aux États-Unis, en fait, ont pour contrepartie les personnes qui sont en chômage partiel en France ou dans d'autres pays européens. La question de l'investissement des entreprises, et c'est un peu relié à la question de l'épargne de précaution, c'est comment les agents économiques vont vivre la période de déconfinement. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être pleins d'optimisme en se disant, bon, ben voilà, c'est fini, on a mis l'économie sous cloche et maintenant on la libère. Et donc, il y a des perspectives, et il va y avoir de la demande, et donc il faut investir pour faire face à cette demande. Et les ménages ont envie de consommer et utilisent leur épargne et n'ont pas d'inquiétude particulière sur le futur. Ou, en fait, tout ça déclenche tellement de mouvements sur la planète et a tellement de conséquences indirectes et encore une fois autonomes qui persistent dans le temps, qu'on est dans un contexte économique très dégradé. Et que face à ce contexte économique très dégradé, la réponse assez spontanée des agents économiques, c'est d'être prudent, donc de moins investir, de conserver de l'épargne à titre de précaution. Et là, on entrera dans un autre type de crise
qu'il y ait une crise de confiance dans laquelle les recettes keynésiennes, alors, vous voyez, dans cette première partie de la crise sanitaire, les méthodes keynésiennes ne sont pas les méthodes adaptées, mais par contre, dans une deuxième partie de la crise, si c'est un problème de confiance, à la fois des entreprises pour investir ou des ménages pour consommer, bah là, peut-être que les recettes keynésiennes seront nécessaires à mettre en œuvre dans un contexte de taux d'intérêt bas, de risque déflationniste, de risque d'enclenchement de bulles financières. Enfin, mais ça, c'est presque la routine telle qu'on l'a connue avant cette crise sanitaire. Alors, il y a une autre question. Je prends la main pour les questions. La dernière que je viens de recevoir. Il y a un report sur les prix dans certains secteurs liés à de réels problèmes d'approvisionnement. Y aura-t-il également un effet d'aubaine? Oui, la question des prix est une question importante parce que on observe aujourd'hui, et probablement on l'observera après la fin du confinement et du déconfinement, des changements structurels dans le comportement des ménages en termes de consommation. Donc à la fois sur le type de produit, mais aussi sur les vecteurs par lesquels les ménages vont consommer. Patrick Artus, par exemple, hier disait que ce qu'on observe en Chine, c'est que les gens achètent moins de biens durables et consomment moins en direct, plus par Internet. Donc ça peut conduire à bouger la demande des ménages, à induire des effets de prix. Et effectivement, ça va faire des effets d'aubaine pour un certain nombre de secteurs ou de producteurs ou de vecteurs de consommation qui peuvent avoir tendance à augmenter leur prix pour réagir à ça. Et puis de l'autre côté, effectivement, des effets de prix dans l'autre sens. Bon, à ce stade, ces effets de structure sont quand même tout petits par rapport aux effets de masse qui se produisent. Donc, a priori, il y a peu de conséquences très fortes à attendre de ce côté-là. Il faudra vraiment avoir beaucoup de recul pour essayer d'en tirer les conclusions et puis attendre que les choses soient revenues à la normale pour que ces effets-là, finalement, deviennent saillants. Mais bon, enfin, si on croit les théories qui avaient été développées par Stiglitz ou Philippon pour les États-Unis sur le fait qu'un certain nombre d'entreprises capturaient dans un certain nombre de secteurs des marges de plus en plus grandes, en particulier dans tout ce qui est lié au secteur dans lequel il y a des économies d'échelle et de réseau qui sont considérables, comme le numérique, cette crise, elle peut quand même être plutôt favorable et plutôt conduire à une hausse des marges dans ces entreprises et donc de leur capacité à capter la rente. Mais bon, à ce stade, c'est vraiment des effets de troisième ordre. Voilà, il faudra vraiment attendre la fin de la crise pour que ça devienne pertinent. Alors, une dernière question avant de conclure, dans 5 minutes. Comment éponger la dette? Oui, alors ça, évidemment, c'est la question à plusieurs milliards d'euros, à plusieurs centaines de milliards d'euros. Il va falloir non seulement éponger la dette, il va falloir en plus éponger la dette dans plein de pays en même temps. Donc, effectivement, ça va être une question compliquée. Alors, aujourd'hui, les estimations sur lesquelles on est, qui sont peut-être un peu optimistes parce qu'on a du mal à inclure la prolongation du déconfinement, sont qu'on aurait des augmentations de dette dans les pays développés, par exemple les pays européens, qui seraient de l'ordre de 10 à 15 points de PIB par rapport à ce qu'elles étaient avant. Si c'est ça, cette crise sanitaire, elle n'est pas si grave, en tout cas elle est moins grave que la crise de 2008 qui avait laissé par exemple pour la France 40 points de dette publique en une dizaine d'années accumulées dans la crise. Comment on peut faire pour résorber ces 10 à 15 points de dette publique en plus? La première méthode, c'est de faire des économies de dépenses ou d'augmenter les impôts. Bon, c'est pas facile à faire, mais ça fonctionne quand même. Enfin, c'est quand même globalement les stratégies qu'on a adoptées après 2008, en tout cas pour stabiliser la dette. La deuxième méthode, c'est de faire de la répression financière. Donc il y a deux grandes façons de faire de la répression financière. C'est par de l'inflation. C'est le problème de l'inflation, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quand on ne fait pas de l'inflation, ce qu'on peut quand même faire, c'est faire des taux d'intérêt très bas, ce qu'on fait très très bien aujourd'hui. Les assureurs pourront vous en parler en vous expliquant à quel point ça leur coûte. Mais bon, on fait de la répression financière, c'est-à-dire qu'on rémunère très peu les épargnants et on les rémunère moins que le taux d'intérêt naturel de l'économie qui devrait être à peu près égal au taux de croissance. Donc, des taux d'intérêt très bas, c'est un moyen
taxer les épargnants et de rembourser très lentement sa dette. Alors le problème, c'est que l'inflation, ça permet de faire de la répression financière brutale, rapide, pendant une période de temps pas trop longue. Les taux d'intérêt très bas, c'est un petit peu plus limité dans sa vitesse, donc ça demande de faire de la répression financière pendant très très longtemps pour arriver à résorber les dettes. Puis après, il y a les solutions brutales qui sont d'annuler les dettes. Alors, annuler les dettes, c'est une aventure dans laquelle personne ne veut se lancer parce que à partir du moment où on annule les dettes, on dégrade la parole de celui qui s'endette par rapport à celui auprès lequel il s'est endetté, son créancier. Et on ne le fait pas simplement pour les dettes qu'on annule, mais sur l'ensemble des dettes. Et donc, on peut provoquer un effondrement de nos économies modernes qui sont fondamentalement liées sur l'idée que la création monétaire passe par la fabrication de dettes et que la fabrication monétaire à partir de la création de dettes, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace quand on a une économie complexe et qu'on veut éviter les risques associés à la thésaurisation locale de la monnaie. Donc, quand on a une monnaie métallique ou une monnaie qui est en quantité limitée, le gros problème, c'est qu'elle peut arrêter de bouger et se retrouver immobilisée à certains endroits. Et là, ça induit des déflations qui sont puissantes et qui sont tout à fait délétères. Et que la réponse à ça, c'est la création monétaire par le crédit, qui permet de réinjecter la monnaie là où on en a besoin. Mais pour avoir de la création monétaire par crédit, il faut avoir confiance dans le crédit. Et pour avoir confiance dans le crédit, il faut payer ses dettes. Donc, c'est dans ce sens que je dis que c'est une aventure que de se lancer dans l'annulation des dettes parce que ça va toucher un des fondements de nos économies, la solution moderne qui est apportée à ce problème de comment on fait pour que la monnaie s'immobilise et qu'on entre en déflation. Et si on n'a plus ce mécanisme-là, on risque d'être grave que celui des pour vous, mais en fait, une autre façon de faire, c'est de vivre avec les dettes. Quand les taux d'intérêt sont très bas et qu'on fait la répression financière, on a même besoin de rembourser ses dettes parce que la charge d'intérêt dans le poste des agents est multipliée par les taux d'intérêt et la baisse des taux d'intérêt, elle pèse plus que la montée de la dette. Donc, en fait, assez paradoxalement, dans les États européens, par exemple, la charge de la dette est plus basse après la crise de 2008 qu'elle ne l'était avant. Alors, le seul truc, c'est que ça oblige de faire de la répression financière pour toujours. Parce que le jour où on arrête, cette situation s'inverse. Et donc, il faut accepter qu'on rentre dans un univers de taux d'intérêt qui va rester bas pour toujours, avec un certain nombre d'inconvénients qui sont associés. Mais après tout, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Oui. Donc, on est désolé pour toutes les questions qui ont été posées auxquelles on ne peut pas répondre maintenant. Merci à Julien, merci à Xavier. On voit on est parti sur le long terme déjà. On va faire d'autres événements sûrement avec les GRAC et on verra aussi le prolongement pour mettre en ligne peut-être une partie de ces éléments sur des chaînes YouTube et les présentations éventuellement. En tout cas, à bientôt à tous et merci pour votre participation. Oui, et je me joins pour aussi remercier tout le monde, remercier nos deux intervenants. On va faire d'autres événements dans le champ économique et hors de ce champ. Et pour ceux que ça intéresse, je dis aussi que l'accès au site des GRAC est libre et qu'il suffit d'aller dessus pour en savoir un petit peu plus sur différents sujets, éventuellement s'inscrire si ça, c'est libre et c'est gratuit. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.